il a dit de pas. répondre à ça. Et Mokonzi, c'est ça qui nous a fait perdre, enfin, perdre à la CIJ, pas perdre Mbagné. Parce que Mbagné n'a jamais appartenu au Gabon. L'île Mbagné ne nous a jamais appartenu. Jamais. Ça, il faut mettre dans nos têtes. Et le document sur lequel on s'appuie pour dire qu'on a acheté Mbagné, Mbagné nous revient. La fameuse convention de Bata. Quand on nous a dit le document est où? Ngembe. Il n'y avait pas. Voilà. Voici les conséquences. Mais comment vous imaginez qu'un pays comme le nôtre, 66 ans, 2 millions d'habitants, personne n'a vu. Qui a vu? Moi, je veux savoir. Qui a vu? Qui peut me montrer une photo? La déclaration d'indépendance du Gabon. Qui a vu ça? Moi, j'ai fait un peu l'école, hein, juste un peu. Pas beaucoup. J'étais pas très bon. J'étais pas très bon. Mais je peux vous dire que je connais quand même 2-3 Gabonais qui sont historiens du Gabon. Je leur ai posé la question. Qui ont fait des thèses et tout. Moi, j'ai pas fait d'études. On dit, on a vu ça en France. Nous, on demande côté gabonais. Ce serait bien quand même pour le 17 août que Gabon Télévision, Gabon Première, comment ça s'appelle maintenant, nous présente le document. Et tu peux pas dire que c'est pas important, SW. Si ça, ce n'est pas important, qu'est-ce qu'il est? Les gratte-ciel. Oligui Forever. Et c'est pour ça que je dis que tu ne peux pas me caricaturer, parce que ce n'est absolument... Non, ce n'est absolument pas ce que j'ai dit. C'est que tu n'écoutes pas ce que j'ai dit, pourtant je l'ai dit 2 fois. C'est hyper important. Je ne vais pas me répéter, mais on ne peut pas avoir à dire que méconnaître son histoire et ne pas pouvoir la consulter, c'est quelque chose de mineur. Mais moi, je te dis que la big picture devrait être beaucoup plus d'avoir à pointer du doigt les avantages nécessaires d'avoir à organiser ce secteur. Je vais t'imaginer un peu la chose. Le ministre Marc-Alexandre Doumba, lorsqu'il rentre en fonction, donc quand il part du ministère de l'économie pour le ministère de l'économie numérique, dans son portefeuille, c'est justement d'avoir à administrer, à digitaliser l'administration et l'économie. Comme je te disais, au lieu d'avoir à dire on va sécuriser quoi qu'on peut même faire tous ces chantiers quasiment en même temps, parce que de toute façon, une fois que le process est arrêté, une fois que la décision est arrêtée, qu'on a choisi le prestataire ou qu'on décide de quelle architecture numérique on met en place, tu as la possibilité de pouvoir cocher ces cases et d'avoir non seulement rattrapé tous tes 60-70 ans de retard, de numériser au maximum ce qui peut l'être encore, de voir comment est-ce que tu peux reconstituer des archives qui ont été endommagées, perdues. Mais c'est des chantiers qu'il faut pouvoir ouvrir. Et nos autorités actuelles, pour elles, là pour le coup, ce n'est peut-être pas la priorité. Parce que la priorité des priorités, c'est de faire en sorte que l'administration et l'économie soient en capacité de récolter le maximum de taxes et d'impôts. Leur priorité est celle-là, et pour ça, ils ont fait même des choix qui sont peut-être même très contestables. Il y a probablement un espèce de conflit d'intérêts qui pourrait être pointé, parce que le ministre Marc-Alexandre Doumba a donné ce chantier à sa sœur Ornella, qui a pourtant elle a la qualité pour ça, elle est archiviste, elle a le background nécessaire pour pouvoir prétendre à ce genre D'accord, le lien, c'est bien que tu nous parles des enfants de Doumba, on a compris qu'ils sont peut-être des amis à toi, mais le lien avec la déclaration d'indépendance. Le lien, c'est que au lieu de juste avoir à dire on ne sait pas où elle est, comment est-ce qu'on fait pour justement organiser un peu mieux les choses? Moi, la question que je pose et la problématique que je me permets d'apporter sur ton panel, c'est de te dire, oui, tu peux ergoter et limite égosier sur ce sujet-là. Mais je m'égosille si je veux. Mais ensuite, qu'est-ce que tu fais? Comment tu considères que dans un pays comme les États-Unis, toi qui étais aux États-Unis, tu considères qu'aux États-Unis, on a limite sanctuarisé ce document et qu'au Gabon on sache pas où c'est et puis tu me dis que j'argote? Parce que je pose la question. En fait, tu ne veux pas comprendre. Non mais frérot, même toi, tu dis j'ai argote autour de ça. Mais argoter déjà, ergoter, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, contester, je te donne la définition, ergoter. Contester ou trouver à redire sur des détails insignifiants en utilisant des raisonnements trop subtils ou pointilleux. Voici la définition d'ergoter.
sur des détails insignifiants. Donc toi, SW Décrypte, mon frère, tu estimes que s'interroger sur l'endroit où se trouve, parce qu'on n'a même pas dit qu'elle a disparu, cette déclaration. On demande où ce document se trouve. Toi, tu trouves qu'on ergote, c'est-à-dire on ne trouve pas ce temps à contester ou de redire sur des détails insignifiants. Pour toi, c'est insignifiant. Non, ou trop pointilleux. C'est toi que je dis qu'en fait, tu te contentes seulement de ce qui t'intéresse et tu restes focalisé dessus. Mais c'est la même chose. Tu es journaliste. Non, laisse-moi finir. Tu es journaliste. Non. Monsieur, vu qu'apparemment on est au bar et qu'il faut qu'on élève la voix, on va élever la voix. Monsieur, tu te contentes d'un point et tu ne veux pas en fait pas du tout. Comment ça s'appelle, défiler toute la laine qui est autour. Je te relis. Le truc est bien plus vaste que ça en fait. Attends, je te montre même puisque je suis de bonne foi. Je vais te montrer la définition. Comme ça tout le monde pourra en juger. Parce que les mots ont un sens, SW. Les mots ont un sens. Voilà, c'est très important. Quand tu parles, nous parlons en français. Si tu veux, tu nous parles en français. Moi, je parle pas le français. Donc, tu peux me dire des trucs en français, je vais pas comprendre. Mais si tu me parles en français, je comprends assez bien le français, je vais te dire, et si c'est compliqué, le dictionnaire est mon ami. Donc, voilà, ergoter, voici la définition. Verbe ergoter signifie contester ou trouver à redire sur des détails insignifiants en utilisant des raisonnements trop subtils ou pointilleux. S'emploie souvent pour désigner une discussion fastidieuse ou une chicane sur des futilités. Voilà le mot que tu as employé. Voici la définition. Selon le Larousse. Donc là, c'est pas le dictionnaire de Bible. Et là, tu vois, le temps même que tu passes c'est pas le dictionnaire des millions, là. Là, on n'est pas au justement, voilà. Tu vois, ça vient encore illustrer cet état de fait. Là, on a perdu peut-être 2 ou 3 minutes sur un débat qui aurait pu être un peu plus qualitatif, sur des points de détail qui n'apportent absolument aucune plus-value. Le thème de ton panel peut être très pertinent. Mais si tu te focalises uniquement sur sur la vitrine et que tu ne vas pas au-delà, bah en fait, c'est quoi la finalité? La finalité, c'est parce que tout le monde va te dire c'est important. De chercher, de trouver le document. Tout le monde va te dire c'est important. Tout le monde va peut-être même t'encourager à pouvoir élucider où ça en est, dans quel état. C'est très important. La fidélité. Mais une fois que tu as trouvé la réponse à ta question, tu te contentes dessus. On avisera. SW, on avisera. À partir de ce moment-là, on se pose d'abord la question. Donc, toi qui te veux un espèce de leader d'opinion, tu n'es pas assez visionnaire pour pouvoir aller au-delà de l'horizon. Ah ben non, mais le con, mais attends, t'inquiète pas, est-ce que nous sommes déjà dans une phase où il faut aller au-delà de l'horizon? D'autant plus qu'on remarque qu'actuellement, il y a une réécriture même de l'histoire du Gabon. Entre le père de la démocratie au Gabon, c'est Omar Bongo. Il s'est toujours battu pour la démocratie au Gabon. C'est des trucs qu'on a écouté lors de l'inauguration du bâtiment qui porte son nom. Après, hier, j'ai écouté une longue propagande sur Léon Mba, qui vraiment sur le père de la nation, qui a donné corps et âme pour que le Gabon ait son indépendance. C'est vraiment 24, hein. On va croire que les archives de INA là n'existent même pas, mais c'était vraiment mis en fait, c'est comme c'était l'unique individu qui s'est battu même pour que le Gabon ait son indépendance. Tu peux retrouver ça sur Gabon 24. Toute une propagande. Et là, encore, on nous sert Ali Bongo n'existe pas. Dans les présidents du Gabon, Ali Bongo n'existe pas. Donc, nous sommes dans une phase, depuis quelques mois, où on ne fait que réécrire toute l'histoire du Gabon. Et voilà pourquoi nous avons des individus en commentaire qui viennent nous dire que oh non, tel document n'est pas important, ou bien, oui, on doit effacer Ali Bongo, ou je ne sais pas quoi, vraiment, le meilleur président c'était Omar Bongo, tellement la propagande d'Omar Bongo est sur les murs, et sur les bâtiments, sur les routes, sur les étoiles, c'est incroyable ça. Les Gabonais ne connaissent même plus, ils connaissent même rien de l'histoire du Gabon. Et nous, avec Andrew, je pense que tu étais déjà là, avec Sean aussi, où on a décrypté tout cela. On est parti même chercher des documents pour montrer que ce qui est fait actuellement, c'est une réécriture complètement de l'histoire du Gabon. Nous sommes dans une propagande dans cette 5e République qui vise à blanchir le mal
et a donné aux Gabonais une histoire qui n'existe pas ou qui n'a jamais existé. Moi, je trouve ça très dommage parce que cette question-là doit déjà même nous éveiller les Gabonais à la curiosité. On vient d'où? Qui était présent? Ça s'est passé quand? Ils ont même effacé ma grand-mère. Moi, je ne savais même pas que le bâtiment en question avait, par exemple, été détruit. Parce que, alors que ce bâtiment, c'est aussi une mémoire d'histoire gabonaise. Mais au lieu de nous dire que la maison de Lomba, c'est l'histoire du Gabon. Mais en quoi la maison de Lomba est plus l'histoire du Gabon que le lieu même où s'est réuni des personnalités importantes, français, Où on a proclamé l'indépendance, et gabonaises de l'époque. Mais on a effacé, c'est effacé de l'histoire. On a rasé, on a déclaré l'indépendance, ça a été rasé. Dans l'histoire française, mais dans l'histoire gabonaise, ça n'existe plus. Donc, se poser ce genre de questions, moi je vois ça comme une manière déjà de commencer à se questionner un peu sur le Gabon. Au-delà même de penser à l'archivage, comment on va numériser, ça c'est la partie la plus facile. Même les moyens, là, les moyens, moi je suis en Chine, je vois les machines qui permettent de faire ça, je connais des entreprises qui sont championnes dans ça, ça ne coûte rien du tout pour le Gabon. Mais est-ce que les Gabonais déjà s'intéressent même à leur histoire? C'est la question que implicitement cette question éveille dans les Gabonais. Est-ce qu'on connaît notre histoire? Est-ce que ce qu'on nous enseigne aujourd'hui, la propagande qui est faite, c'est réellement notre histoire? Ou il n'y a pas une volonté insidieuse de réécrire ce que le Gabon? Un jour, on va vous dire que le Gabon est né le 2 décembre 1967. Continuez, vous allez voir. Olivier, le Gabon est né le 2 décembre 67. Date à laquelle Albert Bernard Bongo est devenu président du Gabon. mais c'est déjà le grand-père le père de la démocratie gabonaise. Voilà. C'est grâce à lui que le Gabon est démocrate. Le type qui avait dit, moi je vous le dis et je vous le confirme, le multipartisme au Gabon, zéro. Tant que je serai là, il n'y en aura pas. C'est lui le papa de la démocratie. Gabon. Pardon, bon frère, excusez-moi. SW, tu es mon frère, on n'est pas d'accord, mais tu es mon frère, c'est pas grave. Et merci de nous avoir fait la promotion des enfants de Noumba. On ne savait pas qu'ils existaient. Comme quoi le Gabon regorge de talent. On ne savait pas qu'ils existaient. Aux Anglais, mon frère, à toi la parole. Après c'est Jason et c'est Safe. Aux Anglais, à toi la parole. Pardon, n'attaque pas SW, c'est mon frère. Hein. Pardon. Oh non, moi je suis venu pour réagir par rapport... Je te vois y arriver chaud là. Laisse mon frère tranquille. En fait, je suis d'abord monté parce que dans les commentaires, il y avait le compatriote Mokondi Patou qui disait que l'histoire de l'Afrique serait orale. Et moi, de lui répondre que l'administration est écrite. Là, on parle de la déclaration d'indépendance. Quand le Gabon devient indépendant, il devient un État. Qui dit État dit administration. Et qui dit administration dit l'écriture, parce que l'administration est écrite. Donc, ça doit être archivé. Tout ce qui se fait doit être archivé pour avoir une certaine traçabilité. On ne peut pas parler d'État sérieux ou des documents aussi importants tels que la déclaration qui authentifie son statut d'État indépendant ne soit pas consultable facilement, ne soit pas même conservé dans un endroit assez important. Aux Anglais, excuse-moi, je vais te poser une question. Excuse-moi, aux Anglais, je vais te poser une question. Oui. Est-ce que toi, durant tout ton apprentissage, je suppose que tu as appris au Gabon, est-ce que tu as déjà vu une photo de ce document-là? Je te parle de la photo, hein. Non, même jamais. Pas une photo. Jamais. Moi, j'ai jamais vu. Et puis, il y a un truc là. Bon, j'allais pas à l'école tous les jours aussi, mais je n'ai pas vu. comme dit souvent mon frère Kaniwa, je prends la balle au rebond par rapport aux propos de Kevin Scott. Léon Ba qu'on qualifie de père de l'indépendance, c'est un mensonge. Ça, c'est un truc que je pense qu'on devrait normalement insister, sur lequel, pardon, on devrait insister.
Léomba n'est jamais le père de l'indépendance de quoi que ce soit au Gabon. Parce que ce monsieur, c'est connu, hein, voulait que le Gabon soit un dom-tom, c'est-à-dire un département d'outre-mer. Tout à fait. C'est De Gaulle qui a refusé, c'est écrit dans plusieurs livres. Je l'ai lu dans un livre de Wilson Dombé il y a quelques années, et j'ai encore vu là récemment dans un livre. Attendez, j'ai l'ouvrage, je donne le titre du livre, du premier livre où c'est écrit, c'est Luis San Marco, le colonisateur colonisé. Luis San Marco, oui, il y a aussi un autre. C'était le gouverneur du Gabon. Il est allé plaider cette histoire-là auprès du ministre d'Outre-mer, Cornu Gentil. Là, je pense au contrôle de SEF qui est là. Non, mais Andrew, souviens-toi que tu avais lu un discours de Jean-Laurent Obama, je crois que c'était au Palais Bourbon ou dans l'Européenne, où c'était entre fin des années 40, début des années 50, où il réclamait encore une fois l'indépendance, en fait. Donc, il y avait aussi d'autres acteurs, des Anissas Migolet et j'en parle. Et c'est même mais c'est une facette de l'histoire du Gabon. Ce n'est même pas tout. Ce n'est même pas tout parce que le drapeau gabonais tel qu'on le connaît aujourd'hui est le fruit aussi d'un combat entre Jean-Hilaire Obama dont tu viens de parler et Léomba. Léomba qui avait proposé comme drapeau gabonais un drapeau avec le vert jaune bleu, mais avec le bleu blanc rouge de la France au-dessus, sur le côté gauche, à l'extrême gauche. Donc on avait un drapeau. Non, je crois qu'il y a une erreur. Ça, c'est le Gabon en tant que territoire de la communauté. Non, attention, Léomba avait proposé ça comme drapeau. Et non, Léomba avait proposé, il avait fait mieux. Léomba avait proposé, ça tombe bien que Safe Salo, il va nous éclairer puisqu'il est historien. Léomba avait proposé le drapeau français avec le koumé au milieu. Voilà, il y avait le koumé, Bleu, blanc, rouge. Voilà, bref. Donc en fait, c'était une petite partie pour dire que Léomba ne peut pas être considéré comme le père de l'indépendance du Gabon. Parce que ce monsieur est un imposteur, un félon, un traître à la patrie. Bref, on passe à Omar Bongo. Omar Bongo, père de la démocratie, c'est vraiment se foutre de la gueule des Gabonais, pour parler vraiment trivialement. Bongo ne peut jamais être le père de la démocratie parce qu'il a fait 42 ans au pouvoir de manière assez violente à tous les niveaux possibles. De quelle démocratie parle-t-on? La plupart des plus grands CRIMES de l'histoire politique. Donc, tu contredis le discours de ton président au palais de la démocratie. moi, je n'ai pas de président. Le Gabon est dans l'anarchie. Bref, donc la plupart des CRIMES politiques commis dans l'histoire du Gabon ont été commis sous Albert Bernard Bongo, alias Omar Bongo, alias El Hadj Omar Bongo, alias El Hadj Omar Bongo Ondimba. Un bangado avec beaucoup de AKA. Depuis Jamemba jusqu'à aujourd'hui. C'est lui le big boss. Et on va l'appeler père de la démocratie par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Normalement, quand on dit qu'on a libéré le Gabon de la tyrannie du système Bongo PDG, on doit effacer tous ces personnages-là qui ont sali l'histoire du Gabon justement pour mettre en avant nos vrais héros. Hein? Les René Paul Souzat, les Jamemba, c'était qui là parmi les anciens, Jean-Hilaire Obama dont on a parlé tout à l'heure, et bien d'autres. On peut citer les vraies personnes qui sont vraiment battues pour que notre pays soit un État sérieux, un État où on va conserver fièrement notre déclaration d'indépendance. Pas un État où aujourd'hui on se pose la question de savoir où elle se trouve parce que elle n'est ni exposée dans un musée et encore moins même en ligne pour qu'on puisse la consulter facilement. En gros, le Gabon est une république bananière. C'est l'anarchie. Et moi, je m'offusque que les personnes pensent que ce sujet ne soit pas aussi important. C'est important d'en parler. C'est grave de constater que aujourd'hui, on ne sait pas où ça se trouve. Peut-être même que en réalité, elle a été perdue ou elle n'existe même pas. Qui sait? Comme disait le monsieur tout à l'heure, il y a eu la vidéo, oui, c'est vrai qu'il y a eu la vidéo, mais
comme a dit quelqu'un en commentaire en rigolant, mais on voit bien des mariages dans les films, mais c'est des mariages fictifs. On a bien pu faire une cérémonie avec Léon Bas qui vient faire son guignol. Le Gabon est de la même, machin. Et au final, il n'y a pas de papier. Qu'est-ce qui nous dit vraiment que ça existe? Non, ça existe. Ça existe. Il y a des. Alors, tu vois, la copie, les documents, la copie, parce que c'est un ensemble de documents en fait, parce que les transferts ont été progressifs. La copie, même la proclamation solennelle, donc moi j'appelle déclaration d'indépendance, et c'est conservé aux archives d'outre-mer. Je donne l'adresse. Je donne l'adresse là. C'est conservé aux archives d'outre-mer. non mais Alex, là. vraiment pour être sérieux, je suis plus le temps passe, plus je suis triste de constater que le Gabon est vraiment l'anarchie dont je pensais depuis toujours, parce que des choses aussi élémentaires ne peuvent pas passer aussi inaperçues. Et tu as l'impression que ça ne touche pas les Gabonais parce que on n'a même pas conscience de notre citoyenneté. La plupart des Gabonais, pour eux, être Gabonais, c'est quoi? Être Gabonais, c'est juste être né sur le territoire gabonais, être d'une ethnie soi-disant appartenant au territoire gabonais, alors que quand on est sérieux, la constitution gabonaise est censée répertorier, citer clairement les différentes ethnies qui composent la nation gabonaise pour que on ne puisse plus tomber dans des bassesses, dans des travers bizarres où on va dire que tel n'est pas vraiment gabonais. Il n'y a rien qui est écrit parce que on n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. On est dans un cafouillage qui ne dit pas son nom. Hier encore, j'en parlais avec Kaniwa sur un live où je lui demandais qu'attends mon frère, comment tu expliques que la loi mère, donc la loi fondamentale qui est la constitution gabonaise, ne parle pas des différentes ethnies qui composent la nation gabonaise, mais dans l'acte de naissance, donc un document civil, on met la mention ethnique, donc coutume. Pourquoi on met ça là? Ça sert à quoi? C'est quoi cet état où les choses sont faites de manière aussi désordonnée? Mais il y a de quoi en arriver à la question que tu poses ce soir. Où est la déclaration d'indépendance du Gabon? Où est-elle? Sommes-nous réellement un État? Et encore plus un État sérieux? J'en doute fort, hein. Honnêtement, moi je dis clairement, j'en doute fort. La chose qui dit, à mon avis, le vrai débat n'est pas sur l'existence ou pas de la déclaration, puisqu'elle existe. Non, oui, c'est vrai qu'elle existe, mais... On n'a pas dit qu'elle n'existait pas. On demande l'exemplaire gabonais, c'est où? L'exemplaire que le Gabon possède, c'est où? C'est ça la question. Attends, je vais finir sur ça. En fait, tu vois, ça c'est un document qui aurait dû être sacré. C'est-à-dire que ça devait être dans un musée. Voilà, et partons même pas loin. On nous dit que Léon Bas, le père de l'indépendance. Pourquoi ne pas avoir mis ce document-là dans le mausolée Léon Bas, bien encadré, bien protégé, avec la sécurité, en fait, pour donner une certaine importance à ce document pour que les Gabonais en prennent conscience. C'est-à-dire que quand tu vas visiter le mausolée, tu te dis que waouh, voici le document qui fait de moi un citoyen gabonais, parce que c'est la preuve que le Gabon est devenu un État indépendant le 17 août 1960, de manière officielle, bien sûr. Voici le but même du live, selon moi. C'est ça. Vu que ce n'est pas fait comme ça, on a de quoi se poser des questions. Voilà pourquoi moi j'insiste à dire que le Gabon est une république bananière. Il n'y a pas quelqu'un qui pourra me dire le contraire. Le Gabon n'est pas un État sérieux. C'est l'anarchie totale depuis toujours. C'est l'anarchie totale depuis toujours. Et voilà pourquoi j'ai toujours dit que quand on me dit, ah, ton président, je dis, je n'ai pas de président. Pour moi, le Gabon, c'est une république bananière. Et tant qu'on ne sera pas un véritable état de droit où les choses se feront
conformément à la loi qui est censée organiser la vie de la société. Pour moi, c'est encore une fois du n'importe quoi. Et bon, Mon frère, faut on a laisser la parole parce que moi, tu dis quoi, mon frère Mukundi? Ozang est pas s'arrêter parce qu'il y a encore deux autres personnes qui doivent parler. S'il te Oui, plaît, parce qu'il y a Ozang, Mokonzi Mukundi qui a... Patou, il va attendre. Mokonzi Donc, dit qu'on a des images. Mokonzi, toi, tu trouves ça normal? Bref, Dans un pays normal, organisé, on te demande où est le document le plus important, le plus précieux pour une nation, pour un État comme le nôtre. Toi, tu dis c'est pas important parce qu'on a des images. C'est sérieux. Est-ce que tu sais, puisque tu parles d'images, est-ce que tu sais que même sur le site de la présidence du Gabon, tu ne trouves pas la vidéo là? Il faut encore aller voir sur le site de l'INA. Tu trouves ça sérieux, toi? Si tu me parles, on a des images. Tu vois, la légèreté, c'est... Voilà pourquoi je me demande, mais qu'est-ce qui est important finalement pour nous, en vrai? Qu'est-ce qui est important? Pardon, mon frère. Ozang est terminé, on va donner la parole parce qu'il y a deux personnes qui vont... je vais finir sur ta question. Qu'est-ce qui est important pour nous? Ce qui est important pour nous, c'est de faire du konabilisme. C'est de brader, brader notre souveraineté. Voilà, c'est la vérité, c'est la vérité. Quand le type l'avait dit, tous les Gabonais sont des pédégistes, quelque part, il n'est pas totalement tort. Bon, pas tous, mais une bonne partie. Parce qu'il n'y a que ça qui nous intéresse. Quand on parle d'un sujet aussi sérieux, certains prennent ça avec légèreté. Et c'est comme ça qu'on a perdu le fameux procès là, à la Cour internationale de justice contre la Guinée équatoriale. Parce que, Mbagné, non, bien sûr. contrairement à nous, contrairement à nous qui sommes un État insérieux, la Guinée équatoriale essaye d'être plus ou moins sérieuse et a pris ce sujet justement au sérieux pour pouvoir nous damer l'opium. Ils ont fumé. Parce que quelque part, il savait que le Gabon n'était pas en capacité de sortir le document qui attestait qu'il avait eu cette fameuse convention de bataille, alors que ça aurait été simple. Bongo est parti là-bas, il a négocié, ça a été entériné, il revenait, allez, on publie ça au journal officiel, c'est publié, c'est acté et on peut le ressortir à tout moment. Malheureusement, c'est encore une fois une république bananière où on pense que les choses se font comme au village. Bon, même encore au village, on va dire que les choses étaient quand même organisées, mais là, c'est carrément le désordre total. Voilà pourquoi je ne fais que dire que c'est l'anarchie totale. Le Gabon n'est pas un État sérieux et ça fait pitié. Ça fait pitié quand je te dis que tu es Gabonais, mais on est fier de quoi en fait? Moi, je dis, moi, honnêtement, je suis juste fier de mon ascendance, donc ma famille. Je suis fier de ce que la nature nous a donné, parce que le Gabon, c'est un territoire béni, un paradis terrestre. Mais en vrai, je ne suis pas fier de ce que l'État gabonais est. C'est parce que l'État gabonais, c'est un État voyou. C'est un État voyou. Et c'est triste. Bref, il y a d'autres qui veulent parler, donc je laisse la parole. Donc Jason 12, à toi la parole. Bonsoir. Bonsoir Jason. Donc, tu vois le thème, où est la déclaration d'indépendance du Gabon? En fait, je recadre parce que bon, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés et tout. Ici, il n'est pas question de dire que le Gabon n'est pas indépendant. Le Gabon est indépendant, il y a des documents qui l'attestent. On a pu, aux archives nationales d'outre-mer à Aix, ici en France, il y a tous les documents qui le prouvent, qui prouvent que le Gabon est indépendant, notamment la dernière déclaration, celle qui a été signée le 17 août, où il y a effectivement ce transfert de compétences entre la France et le Gabon, donc de la France au Gabon, entre Malraux et Léomba, entre Malraux, représentant de la France. Ça, il n'y a pas de souci. Notre question ici est très simple. Où se trouve, côté gabonais, ce document? Est-ce que le Gabon détient encore les documents qui font de lui un État indépendant? C'est ça la question. C'est ça la question. Et nous nous interrogeons, moi je me suis interrogé, je n'ai jamais vu, en photo, même pas besoin de le voir en vrai, je n'ai jamais vu en photo ce document. On a montré par exemple, pour le Congo ici, je le remontre encore,
pour le Congo, la RDC, le document est en ligne. Leur document en ligne, on peut le consulter facilement. Donc voilà un peu le sujet. Comme il y a beaucoup de personnes aussi qui nous ont rejoints. Donc tu peux prendre la parole. Moi, je profite d'avancer pour le Congo. Cette question, je pense que c'est au président de la Cour constitutionnelle qu'il faut demander. C'est pour citoyens lambda comme nous. Vous voyez un peu. Et tu vois, cette question... Jason, voilà, tu vois, ça c'est pour le Congo, la RDC d'aujourd'hui. Tu vois, non? Oui. Déclaration conjointe des gouvernements congolais et belges. Le Congo accède ce jour en plein accord et amitié avec la Belgique à l'indépendance et à la souveraineté internationale. Léopoldville, le 30 juin 1960, donc tu as les signatures, Premier ministre de Belgique, Premier ministre belge, Gaston Ekens, Premier ministre du Congo, Patrice Emery Lumumba, ministre des Affaires étrangères de Belgique, bon, je sais plus trop qui c'était, mais le ministre des Affaires étrangères congolais, c'est Justin-Marie Bomboko. Voilà. Tu vois, ce document-là, pour nous, là, c'est où? C'est la question. Je t'en prie, vas-y. C'est que j'ai dit que c'est pas au citoyen lambda comme nous qu'il faut demander ça, c'est plutôt au président de la Cour constitutionnelle. Forcément, il a ça, je sais pas, quelque part. Et puis c'est une question vraiment fondamentale. C'est vrai que je ne me suis jamais posé la question là de savoir où c'est, mais en tombant sur votre live, ça a attiré mon attention. Voici pourquoi je suis monté sur le live en disant que c'est vrai, elle est où? Et puis voilà, cette question est vraiment pertinente. En fait, c'est ce qui définit qui nous sommes en fait. Et ça, normalement, ça devait être... En fait, ça, tous les Gabonais devaient connaître ça. Ça veut dire que dès le primaire, on devait déjà montrer ça aux enfants. Ils devaient grandir avec cette mentalité, cette déclaration, en sachant d'où ils viennent, comment ils ont fait pour être indépendants, ce qu'ils ont fait, tout ça, mais on grandit dans le néant et tout ça. Si vous prenez par exemple les programmes à l'école, c'est pas la peine. On nous bourre la tête de la Seconde Guerre mondiale et tout ça. On ne nous parle même pas que le Gabon a participé, que Tchoé et son fils, ils ont participé. On le connaît, on sait juste qu'on nous parle de Bastaline, les gens comme ça. Mais qu'est-ce que le Gabon a apporté? Ils ont combattu, non? Pour la liberté du monde. Mais on ne nous parle pas de ça, on ne nous parle que de ces gens-là. Moi, je pense que c'est un fait exprès. Et depuis que le Gabon est indépendant, ils n'ont jamais voulu s'approprier l'histoire du Gabon. On nous dit qu'il y a 52 ethnies, mais je connais à peine, je ne sais pas, peut-être 10 ethnies. Non, le reste. Vous voyez un peu. Et puis, en parlant de... J'écoutais un peu, je suis un peu le débat depuis. J'ai entendu parler de Léomba comme quoi il est père de la nation. De quelle nation? Au contraire, Yomba ne voulait pas l'indépendance. On ne peut pas dire une personne comme ça qu'elle est père de la nation, ne voulait même pas l'indépendance. C'est parce que l'ordre mondial changeait. Et dans les années 60-50, puisque la France était engouffrée au Vietnam et en Algérie, ils étaient obligés, pour que les autres pays n'entrent pas aussi en conflit contre eux, ils étaient obligés de décoloniser, puisque les Anglais aussi décolonisaient, les Américains mettaient la pression. Voici pourquoi. Et les Français ont fait cette façade-là. Vous voyez un peu. Donc, quelqu'un comme ça ne peut pas être père de la nation. Et d'ailleurs, si tous ces Africains-là avaient suivi, par exemple, Sékou Touré, qui avait dit non, clairement, il ne veut pas être une fédération française, je pense qu'on devait être vraiment indépendant. Parce que tous les pays qui sont vraiment indépendants, ce sont eux qui ont obtenu leur indépendance par la force. Ils n'ont pas fait les courbettes devant la France. Vous voyez par exemple le Vietnam, l'Algérie. Vous voyez un peu. Donc, et puis, voilà. Et puis, en parlant de Bongo, bon, là-bas, c'est même pire. Parce qu'il avait dit non. Avec lui, tant qu'il est là au multiparti, il n'y aura rien. Tout à fait. Et à 90, l'ordre mondial aussi changeait. Excuse-moi, la phrase exacte est celle-ci. Moi, je vous le dis et je vous le confirme. Le multipartisme au Gabon, zéro. Tant que je serai là, il n'y en aura pas. Voilà. Mais à 90, ça changeait pourquoi? C'est pas parce qu'il le voulait. Si vous regardez même dans d'autres pays, à côté, le Cameroun, tout ça, c'est en 90 aussi qu'ils sont partis, qu'ils ont passé au multipartisme et le Gabon s'était même inspiré de la conférence je sais pas, c'était au Bénin ou au Togo, je sais pas. Comment ça s'était passé? Vous avez mis un évêque pour présider.
au Bénin pour présider. Voilà. Et voilà, c'est un peu, c'est dommage. On ne nous parle pas de nos guerriers, les Mantoli, tous ces gens-là. On nous parle je sais pas, des Chaka Zulu. Bon, c'est vrai, on connaît les Chaka, bah après, qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on gagne de ça? Il était un guerrier en Afrique, mais il est sud-africain, mais non, nos guerriers gabonais. On en parle quand? Vous voyez un peu? Donc, c'est ce que je voulais un peu dire, voilà. Et puis, et d'ailleurs, sur les... Et là, nous parlons de la déclaration de l'indépendance du Gabon. J'avais eu une idée un jour, par exemple, on dit nous payons des impôts tous les jours, les Gabonais, moi aussi. Excuse-moi, Jason. Je viens de vérifier. Alors, c'est formidable. Le premier pays africain à avoir tenu sa conférence nationale, ce n'est pas le Bénin. C'est Sao Tomé et Principe en décembre 1989. Bien. Ok, donc je me suis posé une question un jour en disant, mais, nous payons des impôts, je paie des impôts, quand j'achète la nourriture, tout ça, je vais un peu regarder le code général des impôts. Normalement, je dois connaître puisque je paye. Je suis allé taper, rien. Regardez un peu des questions comme ça, là. Chaque Gabonais doit connaître combien il paye les impôts, mais si tu peux taper le code général des impôts, il n'y aura rien. Vous voyez, c'est dommage. On vend ça à 10 000, je sais pas, on vend ça à 10 000 ou 15 000, on vend ça. Regardez, vous voyez un pays sérieux. Voilà, c'est tout. C'est tout. Franchement, ça fait plaisir. Il est 2h40 du matin, on a encore une centaine. C'est la preuve que ce sujet est intéressant. Sujet qui le jour rappelle que le live a démarré à minuit 30. Hein, donc voilà, merci beaucoup mon frère, mon frère Jason. Merci beaucoup mon frère Jason. Donc je t'applaudis. L'intérêt de faire ce live-là, c'est lequel? Mais je vous retourne la question. Quel est l'intérêt de faire des lives sur Nicki Minaj? C'est quoi l'intérêt? C'est aussi intéressant que de faire un live sur Nicki Minaj ou sur DJ Arafat. Donc voilà. J'ai jamais vu un peuple qui refuse la connaissance comme le peuple gabonais. C'est incroyable quand même. Safe Bosley, à toi la parole. Bonsoir. Bonjour, parce qu'il est 3h du matin, donc bientôt. Bonjour, Safe. Bonjour, Bonjour, comment tu vas? Ça va? Désolé, ça va bien. Il y aura un tout petit peu de bruit parce que je suis dans un moyen de transport là. Bon, ce que je peux dire, c'est que le sujet que tu poses, c'est un sujet. À la base, on peut croire que c'est un sujet bénin, mais en réalité, c'est un sujet important. Parce que là, tu interroges la qualité de notre capacité à conserver notre mémoire. Tu poses la question de la conservation de la mémoire historique, culturelle, économique et j'en passe de notre pays. Tu imagines bien que depuis 1960, le Gabon ne dispose que d'une seule et unique bibliothèque. J'ai envie de dire ça comme une bibliothèque nationale qu'on appelle aussi les archives nationales. Donc, l'endroit indiqué pour aller rechercher ce document devrait être les archives nationales ou la bibliothèque nationale. Mais toi et moi, on a été à l'UOB, on a fait le département d'histoire et archéologie. Je ne sais pas si tu es arrivé un jour d'aller à la bibliothèque nationale, encore que durant tout notre cursus, elle était fermée. Ben voilà, c'est ce que j'allais te dire. Elle était fermée. Même quand M. Kodo nous avait demandé de faire le travail de recherche sur la conférence nationale, tu te rappelles, non? Exactement. C'est à l'Union qu'on est allé chercher. Les archives nationales, on est parti à l'Union. C'est à l'Union qu'on est parti. On est parti aux archives nationales. C'était fermé. Tu vois, donc on a d'abord cette question à régler. Ensuite, il y a les différents fonds documentaires qu'on peut avoir, qui peuvent être des fonds documentaires officiels, le fonds documentaire de la présidence. Il faut aller vérifier si le document s'y trouve. Auquel cas, les archives privées du président Léomba. J'ai vu hier que le président de la République est allé inaugurer, du moins après le lifting qu'il y a eu au niveau
du mausolée Yomba, on y a ajouté quelques pavillons, on a ajouté de nouveaux mémorial. pavillons. Ça veut dire que normalement, on devrait retrouver un certain nombre de documents importants tels que celui-là, ne fût-ce que la copie, pour nous permettre de nous familiariser avec le texte qui avait été lu par le président Léomba en 1960, le 17 août. Le 17 août. Bon, maintenant après, encore une fois, je reviens sur le sujet parce que c'est le sujet qui est important. La question ici, c'est de savoir est-ce que nous avons la capacité à pouvoir véritablement mobiliser des ressources aussi bien humaines et financières pour pouvoir gérer, conserver notre patrimoine matériel et immatériel. C'est tout le problème qu'on a aujourd'hui. On n'a qu'un seul musée dans tout le pays. On a une seule bibliothèque. Ce qui veut dire que ça traduit déjà l'idée que conserver les archives n'est pas notre point fort. Or, nous avons des milliards enfin, j'ai envie de dire aujourd'hui, on a des centaines de documentalistes, mais combien sont amenés à pouvoir créer des institutions où on peut faire de la recherche documentaire? Très peu. Même ce sont les librairies en bibliothèque, les librairies. Tu vois, les quelques librairies qui existent se transforment en bibliothèque. Ce qui n'est pas normal. Or, on devrait pouvoir construire des bibliothèques, des fonds documentaires, où on va retrouver des fonds documentaires qui nous permettent de nous renseigner sur des sujets tels que celui que tu poses aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un problème de conservation des archives. Maintenant, le document est où? Encore une fois, je me répète, il faut aller soit aux archives nationales, soit au fonds documentaire de la présidence de la République, ou encore aller interroger les archives privées du président Léomba. Je crois que c'est les trois endroits où peut-être on peut retrouver ce document-là. Ensuite, juste une digression par rapport à ce que j'ai entendu durant mon temps d'attente. Des gens qui parlent de Léomba comme le père de la nation. Faut pas prendre au premier degré. C'est une formule consacrée. Parce que c'est lui qui a lu la déclaration d'indépendance. Ce n'est pas que le président Léomba, en principe, s'il y a quelqu'un au Gabon qui aurait dû être considéré comme le père de l'indépendance, c'est monsieur Paul-Marie Ngondiou. Paul Ngondiou. Paul Ngondiou a été le plus grand stratège politique qu'on a eu au Gabon de 1946. Paul Ngondiou, bien sûr. Donc, à partir de cet instant, même pour que Léomba devienne Premier ministre ou président du gouvernement, c'est Paul-Marie Ngondiou qui a posé les bases de ce qui a conduit à son élection. Tu te rappelles du cours qu'on avait avec le grand maître Athos? Oui, Athos Ratanga. Donc, paix à son âme. Donc, à partir de cet instant, les gens doivent comprendre quand on parle du président Léomba comme père de l'indépendance ou père de la nation, c'est juste une formule consacrée. Il ne faut pas prendre ça au premier degré. C'est important de le souligner parce que c'est lui qui avait lu. C'est comme Lumumba. En RDC, comme tu l'as souligné, c'est comme au Congo, je pense que c'était Fulbert Youlou, si je ne me trompe pas. Mais sauf que c'est pas simplement la formule consacrée parce que moi, quand je me tape la propagande sur Gabon 24 et tout, j'écoute des discours des experts. Ils ne parlent pas de formule consacrée. Hein. Ils parlent d'un homme qui s'est battu, qui a mis de l'énergie pour que Gabon soit. En fait, il parle de quelqu'un. En fait, limite, il était seul à se battre pour l'indépendance du Gabon, en fait. Non, c'est pas vrai, Léon. C'est pas vrai. Je crois que beaucoup l'ont dit. Ce n'est pas vrai que Léomba ait été le seul à se battre pour l'indépendance. Sinon, on va oublier tout le combat mené par l'USDG avec Jean-Hilaire Obama, ou encore le combat de René Paul Souzat avec le Punga plus tard, ou d'autres Gabonais qui se sont battus aux côtés des personnalités telles que Paul Ngondiou, parce qu'ils avaient à cœur de pouvoir arriver à l'idée que les Gabonais avaient maintenant suffisamment plus ou moins de compétences, même si c'était contre la vie de Léomba. Parce que quand vous regardez ceux qui ont parlé d'avoir des images, quand vous regardez le film sur la déclaration d'indépendance, Léomba est fâché. Il n'est pas content. Avec Maloro, aux côtés de Maloro, il n'est pas content.
Non, non, il est pas Lumumba ne voulait pas de l'indépendance. Il a même exprimé, si vous regardez, mais après avoir prononcé l'indépendance, il applaudit tardivement. Il prend quelques moments avant d'applaudir. Parce qu'il n'est pas content. Ce n'était pas son objectif. Donc il faut pouvoir être juste et comprendre que le combat de l'indépendance était un combat de toutes les élites politiques de l'époque. Quand vous regardez bien, Léon Mba était peut-être le seul, et c'est pourquoi on va arriver à la situation qu'il va y avoir en 61, plus tard en 64, parce que beaucoup estimaient que Léon Mba était devenu le tout. Bon, après, chacun peut considérer l'histoire comme il pense, mais la réalité, c'est que Léon Mba ne voulait pas de l'indépendance. Et il dit, c'est écrit. Beaucoup de gens ont fait des textes dessus. Vous avez Métégué, vous avez Solobi Tégué, en tout cas, la plupart des historiens gabonais, lorsqu'ils parlent de cette partie de l'histoire du Gabon, soulignent bien que ce dernier n'a jamais voulu de l'indépendance du Gabon. Donc, à partir de cet instant, voici il avait des raisons. Le livre de Météguéna. Voici le livre. Voilà. Donc, tu vois que, voilà. Donc, il faut le savoir. Il avait ses raisons. Ces raisons étaient d'ordre beaucoup plus, peut-être technique, parce qu'il considérait qu'il était en face d'une situation où il n'avait suffisamment pas de personnel. Et c'est ce que nous avons jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avions des gens qui travaillaient beaucoup plus pour l'administration, mais là-dedans, on ne formait pas les gens pour prendre le relais du colon. Et c'est ce qui fera que pratiquement jusqu'aux premières années d'Omar Bongo, du moins Albert Bernard Bongo, à la tête de notre pays, ces derniers, il y avait toujours des blancs au gouvernement gabonais. Des raisons pour lesquelles Léon Mba ne voulait pas de l'indépendance. J'ai une question poussée. Question poussée. Oui. Oui, en fait, je pense, parce que tout à l'heure, tu as dit que par rapport à la déclaration d'indépendance du Gabon, il faudrait se référer à tel ou tel endroit. Mais ne penses-tu pas que dans un état sérieux, un tel document devrait être conservé et exposé dans un musée, dans notre seul musée d'ailleurs, comme tu l'as si bien dit, pour qu'elle puisse être consultée à n'importe quel moment par tout Gabonais qui aimerait le faire. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est normal. Nous avons, c'est consacré par la Constitution, le droit à l'information. Le Gabonais a le droit à l'information. C'est consacré par toutes les constitutions modifiées ou comme vous voulez. Bon, République 8 ou 40 ou 5, ou tout ce que vous voulez. C'est consacré par la Constitution que le Gabonais, a le droit à l'information. C'est vrai que les autorités gagneraient à pouvoir divulguer ce texte-là ou tous les autres textes qui peuvent paraître importants. Quand vous allez dans un certain nombre de musées aux États-Unis, vous trouvez la déclaration d'indépendance des États-Unis, même dans des livres. Ça existe. Et c'est calqué, c'est là, c'est posé, c'est imprimé. De divulguer pour que toutes les populations puissent s'imprégner de la quintessence du discours qui avait été lu au moment de l'indépendance. Donc, je suis d'accord avec toi que c'est important de le faire, mais n'oublions pas que nous sommes dans une société où ce qui faisait foi, ou qui a toujours fait foi, et c'est pourquoi d'ailleurs beaucoup parlent d'omerta, beaucoup parlent de République bananière. Je ne suis pas forcément d'accord avec cela, mais parce que simplement, on est dans une situation où l'archivage, où le besoin de divulguer des informations qui peuvent nourrir l'esprit critique des populations ne sont jamais divulguées. Il suffit de voir le travail difficile que les journalistes font dans ce pays pour pouvoir informer, parfois avec des difficultés qui peuvent apporter atteinte à leur intégrité physique, voire morale. Donc, à partir de cet instant, ça veut dire qu'il peut y avoir une volonté d'inertie, quelque part, chez les gouvernants, mais la réalité aujourd'hui, c'est que ce document, s'il existe du côté gabonais par rapport à l'original, ça devrait être trouvé aux archives nationales, au fonds documentaire de la présidence de la République
ou encore dans les archives privées du président Léomba. Je pense que ce sont les endroits les mieux indiqués pour cette question, en dehors de ce qu'on peut trouver outre-mer, donc chez l'ancien colon, donc l'ancien pays colonisateur, mais il en est que ce sont les 3 endroits, pour moi, qui peuvent nous aiguillonner, qui peuvent nous aider à retrouver ce document, qui est essentiel, parce qu'il permet de fixer dans le temps, peut-être aussi nous permettre aussi de juger du poids des mots choisis par Léomba pour la déclaration. Parce que tout ça aussi compte, hein. Lorsqu'on analyse un texte ou on veut comprendre un texte, il y a le poids, il y a la circonstance, il y a la qualité de la rédaction et tout ça compte. Donc, à partir de cet instant, on comprend bien que, bon, ce n'est pas fait. Peut-être que c'est volontaire, ou c'est une omission, ou c'est parce que pendant longtemps aussi, on a manqué des gens qui soient capables de pouvoir réellement travailler à permettre à ce qu'il y ait une divulgation de cette information. Encore une fois, l'état aujourd'hui du bâtiment ou bien des archives nationales doit nous indiquer sur le regard qu'on porte sur cette institution. Quelle est la valeur des archives nationales aujourd'hui au Gabon? Moi, j'ai vu dernièrement, on a nommé un nouveau directeur général. Je ne vois aucune activité, par exemple. Or, ça devrait être une structure redynamisée pour permettre à ce que un certain nombre d'informations qui s'y trouvent soient mises celles qui méritent d'être mises à la disposition. Parce qu'on ne fait pas peut-être que c'est aussi secret défense, je ne sais pas. Chez les autres, on parle de la déclassification des documents. Si on peut déclasser ce document et le rendre public, ce serait une bonne chose. Mais les faits sont là. Il faut simplement encourager les autorités à aller vers une situation qui pourrait permettre de le divulguer. Et c'est là où je n'ai pas compris lorsque tout à l'heure, Andrew et SW étaient en train de discuter. Il a parlé de la digitalisation. Et Andrew de lui poser la question, quel est le rapport? Je pense qu'il aurait dû dire que la digitalisation pourrait permettre à ce qu'on facilite la divulgation de ce document. Mais bon, je vais m'arrêter par là parce qu'il y avait un lien. Il était sur la bonne voie. Peut-être que le jeu de ping-pong qu'il y avait entre vous ne lui a pas permis de le dire. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que la digitalisation peut fortement aider même ceux qui ont pu avoir le document ou qui ont pu le lire, là où ceux qui sont en France et tout ça, ils peuvent le rendre public. Parce que nous sommes à l'ère du numérique aussi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, un document comme celui-là, si vous l'avez, il faut le rendre public. Voilà. Vous vous souviendrez qu'il y a la fameuse lettre, par exemple, de Cousteau. Il y a certains qui trouvent qu'elle n'est pas authentique, ou d'autres trouvent qu'elle est authentique. Bon, mais n'empêche qu'on l'a divulguée. Tout le monde l'a lu. Ça a donné la croyance que ça a donné. Mais la lettre, au moins, les gens l'ont vue. Donc, comme on dit, les paroles s'envolent, les écrits restent. Et les écrits, il faut pouvoir les divulguer, les rendre publics. C'est pourquoi les autres écrivent et impriment sur du papier ce qu'ils auraient pensé, leurs pensées et leurs paroles. Donc, il faille que nous allions vers la capacité à pouvoir valoriser nos archives. Et ce n'est qu'à ce prix-là que les populations peuvent bénéficier de la mise en circulation d'un certain nombre d'informations. Moi, j'ai une autre préoccupation parce que le 30 août 2023, on nous a parlé de la restauration des institutions. Est-ce que les personnes qui travaillent autour de toutes ces personnes-là qui nous ont fait cette promesse, à nous les Gabonais, n'étaient pas censées commencer par faire une chose aussi élémentaire, c'est-à-dire mettre en exergue notre déclaration d'indépendance pour qu'elle soit facilement trouvable et consultable par les Gabonais que nous sommes. Oui, bon, à mon sens, moi, je réponds sans être l'avocat de qui que ce soit, mais il y a souvent ce qu'on appelle la priorité et l'urgence. Bon, quand on prend l'ordre de grandeur, il n'y avait pas urgence à réfléchir sur la question. La priorité, oui, c'est une priorité, mais est-ce qu'il y avait urgence? Non. On peut le faire plus tard, on peut le faire demain, on peut le faire après-demain. Qu'est-ce qu'on nous dit qu'après ce live, demain matin, on ne va pas voir la fameuse déclaration publiée? Donc, parfois, les citoyens peuvent susciter
un intérêt pour un sujet et qui peut trouver l'assentiment auprès des gouvernants et puis il publie. Maintenant, je ne pense pas qu'il y avait urgence. C'est vrai que les urgences qui sont les nôtres politiquement, économiquement, sur le plan social et culturel, ce n'est pas forcément ce qui est mis en œuvre aujourd'hui, mais je pense que le régime actuel a ses urgences et s'il s'attelle à pouvoir les concrétiser. Ça, peut-être, c'est une priorité, mais ce n'est pas une urgence pour eux. C'est la réponse que je peux avoir. De ce fait, quelles sont alors les urgences, pardon, toi, en tant que journaliste, quelles sont les urgences que tu as pu remarquer ou que tu peux énumérer pour nous, les Gabonais qui sommes là à 92, qui ne sont pas forcément au fait de toutes les informations qui peuvent circuler au Gabon? Les urgences. Quelles sont les urgences que tu peux nous énumérer là en matière de restauration des institutions? Ou je peux me reformuler ma question. Selon toi, quelles sont les institutions qui ont été réellement restaurées depuis le 30 août 2023 au Gabon? Zangue, excuse-moi. Ça, c'est une question. Excusez-moi, je me permets de vous interrompre. Vu qu'il est 3 heures du matin, ouais. Donc, sinon là, on va repartir dans un autre débat. On va donner la parole à Mamacita qui n'a pas encore parlé. Il est 3 heures, hein, c'est pas qu'on fuit la question, quoi, mais il est 3 heures du matin. Voilà. Donc, on va donner la parole à Mamacita qui n'a pas encore parlé. Après, on va se séparer parce qu'il est 3 heures du matin. Voilà, donc je finis rapidement en disant ceci. La question que tu poses, elle est essentielle aux Zangués. Mais il faut aller dans le sens de te demander, est-ce que mes priorités sont les priorités de l'autre? Je pense que c'est la réponse que je peux donner. Maintenant, encore une fois, par rapport au thème, il faille que nous allions fouiller aux archives nationales, au fonds documentaire de la présidence de la République, ou si possible, ceux qui le peuvent, aller solliciter les archives privées du président Léomba. Merci. Je t'en prie, je t'applaudis. Ou sinon, parce que comme c'est aux archives de la France d'Outre-mer, à Aix, on va s'organiser pour pouvoir prendre une photo, une copie, qu'on mettra à la disposition du public. Parce que ce n'est pas normal qu'un tel document ne figure pas dans les livres d'histoire du Gabon. Ce n'est pas normal qu'un tel document ne soit même pas présent sur Internet, même sur le site de la présidence du Gabon. Ce n'est pas normal. Ce sont des choses qu'on doit retrouver. C'est un document important. Vous vous rendez compte que la déclaration d'indépendance du Vietnam, c'est sur Wikipédia. La déclaration d'indépendance du Vietnam est sur Wikipédia, la famille. Vous avez ça. Bon, c'est en vietnamien, mais au moins vous avez ça. Le Congo, c'est sur Internet. La RDC. C'est important. On ne demande pas plus que ça, quoi. Le discours même que Léomba a prononcé, moi, je n'ai jamais vu ça dans un cours, hein. J'ai jamais vu ça dans un cours. J'ai quand même fait une partie de mes études universitaires au Gabon, grande partie, la grande partie même d'ailleurs. Je n'ai jamais vu un cours. Là, je parle parce que CF était mon condisciple de classe. Je n'ai jamais vu un cours qu'on nous a fait en histoire du Gabon où on nous a donné, même en annexe, le discours de Léomba. Jamais. C'est en France, ici où je suis venu lire le discours de Léomba en entier. Hein. Jamais. À la télé, vous avez souvent l'extrait là. En invoquant Dieu et à la face des hommes, je proclame, en vertu des pouvoirs que je traîne du peuple gabonais et de le droit de ce peuple à disposer de lui-même, je déclare solennellement l'indépendance du Gabon. Mais le texte, le discours qu'il a prononcé ce jour-là, qui le connaît? C'est pas normal. C'est pas normal. Je suis même sûr, à quoi? 80%, allez, je suis quand même optimiste, que ce discours-là n'est même pas gravé ou inscrit sur un mur dans son mausolée, là. Dans son mémorial. Je suis sûr. C'est la mémoire collective. Bonne ou mauvaise, nous devons regarder notre histoire en face. C'est pour ça qu'on a du mal, on est là, on n'a pas de repère, parce que le Gabonais ne connaît pas son histoire. On ne connaît pas son passé. On ne connaît pas notre passé. Et pourtant, c'est pas vieux. 66 ans, c'est rien. 66 ans, c'est rien. Il y a des pays qui ont 3000 ans d'histoire. Ils font comment? Vous savez, avant que je donne la parole à Mamacita, il y a un clip de campagne qui m'avait frappé.
lors de la dernière élection présidentielle en France, était le club de François Fillon. Et les autres de campagne, il dit, nous les Français, nous avons toujours été à l'avant-garde de l'histoire, etc., etc. Il dit, le monde nous connaît par la grandeur, la puissance de notre esprit et la grandeur de nos réalisations. Et parmi les plus grandes nations du monde depuis plus de 1000 ans. Et parmi les plus grandes nations du monde depuis plus de 1000 ans. J'ai dit, 1000 ans! J'ai dit, non, est-ce que ce que Fillon dit est vrai? J'ai essayé de regarder, j'ai dit oui. La France est parmi les plus grandes nations, parfois même la plus grande nation du monde depuis 1000 ans. Vous vous rendez compte? 1000 ans. J'ai dit, mais attends, nous là, 66, c'est déjà comme ça. Parce qu'en réalité, le Gabon devient une colonie en 1910. C'est ça, non, Romuald? C'est en 1910 que le Gabon devient officiellement une colonie. C'est ça, non? Mais c'est pas vieux. C'est pas vieux. Libreville n'a pas 200 ans. Libreville, notre capitale, n'a pas 200 ans. Si on compte même le fort d'Aumale, tout ça, c'est pas 200 ans. On peut pas être sans mémoire comme ça. Voilà comment on allait dans le conflit avec les Équatos, à la Cour internationale de justice. On nous dit, bon, ok, vous dites qu'il y a eu un accord à Bata, d'accord. Le document est où? On est là maintenant en train de se regarder. À base de, oh non, les Équatos savent, ils étaient là. Comment ça, ils étaient là? Mais le document est où? Et les gars, on dit non, les gars. Votre histoire de convention de Bata, on ne dit pas que ça n'a pas eu lieu. On dit juste que vous n'êtes pas capable de prouver l'existence d'un tel accord. Et les gens sont venus, oui, regardez les photos, le président Macias avec Omar Bongo, oui, ils peuvent se réunir quelque part. Mais on regarde le document. Où est le document? Voilà comment manier Mabanga. Bref, Mamacita, à toi la parole et on va se séparer, comme il est 3h du matin. Bonjour à tous. En fait, moi, je n'avais pas grand-chose à dire. Je voulais juste faire une remarque. Mais il y a très longtemps, lorsque les premiers intervenants sont montés sur le panel, dont il y avait le grand Aimé Victor, il y avait aussi la grande Alta, je voulais juste souligner que il y avait plusieurs générations sur le panel, donc des cinquantenaires, des quarantenaires, des trentenaires, mais personne n'avait jamais vu cette déclaration d'indépendance. C'est ce que je voulais souligner. C'est comme s'il y avait matière depuis très longtemps à effacer une partie de l'histoire du Gabon. C'est vraiment ce que je voulais, c'est l'observation que je voulais partager avec vous. Voilà. Merci. Donc, on va se séparer avec le mot de la fin. On refera un autre live. Hein. Ça, ce live a commencé, il était 1h du matin. On refera un autre live là-dessus, au moins jusqu'au 17. Et d'ailleurs, on va même s'intéresser, même jusqu'au 30, on fera des lives de ce type. On va s'intéresser, par exemple, là, je vous donne déjà un thème. On va s'intéresser, par exemple, au fait que l'on ne commémore pas au Gabon le coup d'État de 64. C'est bien beau de commémorer le 30 août. Moi, j'ai rien contre le 30 août en soi. Hein, je fais un peu d'ironie. Mais je trouve quand même curieux que le coup d'État de 64, là encore, soit absent des commémorations officielles, soit absent des discours officiels. C'est quand même bizarre. Oui, pardon? Je disais juste merci parce que moi aussi, ça m'intrigue, que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas et que moi, par exemple, vous, avec Céline, vous êtes historien. Moi, l'histoire... Non, je ne suis pas historien. Non. Bon, moi, je ne suis pas historien. Je veux te dire, non, un historien, écoute, un historien, c'est un enseignant et ou un chercheur en histoire. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui gagne sa vie par l'étude et l'enseignement des faits historiques. Oui, c'est un abus de langage. Voilà. Non, je ne suis pas historien. J'ai fait des études d'histoire. Voilà, vous avez fait des études d'histoire. Non, pas moi. Non, lui, non, c'est fait historien, parce que lui, il est enseignant. C'est fait historien. Il a même une double casquette. Il a même une triple casquette. Il est historien, politologue, parce qu'il est diplômé en sciences politiques, et il est journaliste. Donc, il a une triple casquette. Voilà. Donc, tu vois, lui qui est historien, toi qui as fait des études d'histoire, et moi qui avait l'histoire comme matière de base. D'ailleurs, même pour la petite histoire, c'est la matière où j'ai eu ma meilleure note au baccalauréat, et j'ai même fait histoire encore à l'UOB en sociologie en matière optionnelle parce que j'ai toujours aimé l'histoire. C'est après avoir fait mon parcours
primaire et secondaire. Donc, c'est à l'université que j'ai appris cette histoire du coup d'État-là de manière assez documentée. Ce qui n'est pas du tout normal. Imaginez un peu quelqu'un qui n'a pas forcément eu le même parcours que moi ou qui n'est pas forcément au fait des mêmes informations que je pourrais avoir à ce sujet et qui va grandir comme ça dans le néant. Ça n'a pas de sens. Normalement, comme disait quelqu'un, il faut que notre système éducatif soit revu et que l'on puisse mettre en avant notre véritable histoire, ou du moins tout simplement notre histoire dans les programmes scolaires pour que les enfants puissent réellement connaître d'où nous venons, savoir d'où nous venons, pour mieux entrevoir l'avenir. Tout à fait. Tout à fait. C'est important. C'est important. Vous savez, puisqu'on parle d'indépendance, moi j'étais, et Romuald Kalasseif, il le sait, parce que on était, comme je dis, on était promotionnaire à l'université, au département d'histoire. Moi, je suis un grand admirateur de Lumumba. Mais, qu'on le veuille ou non, qu'il ait échoué ou non, Patrice Lumumba vit encore aujourd'hui, ses idées vivent. Pourquoi? Parce qu'on a conservé sa mémoire. Vous vous rendez compte que Lumumba, on parle de Lumumba, le gars n'a pas gouverné plus de 2 mois. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que tout ce que vous entendez Lumumba là, son pouvoir réel n'a pas dépassé 2 mois. Parfois, vous avez l'impression que Lumumba a gouverné pendant 2 ans. Non, pas plus de 2 mois, pas plus de 3 mois. Là, je pense sous ton contrôle, hein, Safe. Je pense sous ton contrôle. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que ça traverse les âges? C'est le souvenir qu'on a gardé de lui. C'est le discours qui a fait date, etc. Et puis bon, il y a eu quand même un sacré travail du bloc de l'Est là-dessus. Mais c'est pareil. Regardez même les funérailles qu'il a eues. On vous dit que quand on rapatrie sa dent, une dent, il a eu des honneurs militaires en Belgique. C'est-à-dire, il y avait tout un détachement de para-belges qui s'est mis au garde à vous devant une dent. Parce que les Blancs connaissent la force du symbole, la force de la mémoire. Parce qu'ils disent que la dent, pourquoi ils se mettent au garde à vous? Ils disent que la dent qui est dans le cercueil là, c'est la dent d'un premier ministre. Et pas n'importe lequel. Du premier ministre du Congo indépendant. Bon, on disait Congo, c'est-à-dire aujourd'hui la RDC, l'ancien Zaïre. Donc cette dent-là, mais si c'était au Gabon, on aurait peut-être jeté la dent là dans un caniveau. On aurait peut-être jeté ça au caniveau. L'importance de la mémoire. L'importance de la mémoire. Regardez ici Jeanne d'Arc. Regardez ici Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc n'a pas de tombe, hein. Mais regardez la place qu'on donne à Jeanne d'Arc. Regardez la place qu'on donne à Jeanne d'Arc en France. La pucelle d'Orléans. On vous dit que chaque année, il y a une élection. Il y a une élection qui est faite chaque année. On désigne celle qui sera la Jeanne d'Arc à Orléans là-bas. Et ça avait fait un scandale parce qu'un jour, une année, ils avaient désigné une métisse. Les gens ont craqué que Jeanne d'Arc, mais n'était pas noire. Parce que c'est important pour eux. Mais nous, vous vous rendez compte? On fera un live là-dessus. Le coup d'État de 64, même les noms des décédés, des personnes qui sont mortes, qui ont donné leur vie pour défendre la démocratie au Gabon. Parce que le Gabon a été une démocratie. Hein. Je parle sous ton contrôle SF. Le Gabon a été une démocratie. Au Gabon, il y avait un parlement qui fonctionnait. Il y avait une opposition qui déposait une motion de censure. Vous vous rendez compte? On a eu ça au Gabon. On a eu ça au Gabon. Bon, ça n'a pas duré parce que Léon Bali, il ne faut pas déconner. Il a voulu faire du BDG le parti unique. Mais la liste de ceux qui sont décédés, même pas une stèle. C'est-à-dire une stèle, ça coûte quoi? C'est un morceau de granit qu'on pose quelque part. On grave seulement les noms. On grave les noms. J'ai une question par rapport à ce que tu dis là. Oui, je t'en prie. Est-ce que tu ne penses pas que, au lieu d'avoir la grande statue de Charles Touré qu'on a à Rénovation, là, on devrait plutôt avoir des statues de nos valeureux soldats de 1964? On peut avoir les deux. Et je vais te dire pourquoi Touré c'est important. Je vais te dire.
Ok, parce que moi j'ai bien aimé savoir en quoi Charles Touré a été important dans l'histoire du Gabon en tant qu'État indépendant. Alors, Touré n'a pas été important dans l'histoire du Gabon en tant qu'État indépendant. Touré va au-delà de ça. Touré, c'est le modèle d'un homme digne et d'un homme qui se bat pour sa dignité. C'est-à-dire ce qui fait de lui un humain, ce qu'on dit en anglais, ce qu'on appelle en anglais human being, sa nature humaine intrinsèque. C'est un homme qui s'est dressé face à l'injustice, face à l'oppression, mais surtout face au refus de lui accorder sa dignité. C'est pour ça que le symbole de Touré, en réalité, si au Gabon on était sérieux, au lieu de faire ce qu'on fait là, Touré, ce héros, machin, non. On aurait pris Touré comme le symbole d'un homme qui refuse qu'on lui ôte son humanité. Parce que Touré meurt, c'est ça. Hein. C'est ça, on lui dit, toi tu es un Undermensch, comme on dit en allemand. Tu es un sous-homme. On va te traiter en sous-homme. Et Touré dit, je ne suis pas un sous-homme, je suis un homme. I'm a man, comme disaient les Noirs américains. I'm a man, je suis un homme. Et j'entends recevoir le traitement dévolu dû à un homme. Et c'est pour ça qu'il a été assassiné. Parce qu'il s'est battu pour sa dignité humaine. Touré, c'est même un héros de la coupe, allez, pour prendre tous les Africains, tous les gars qui se prennent pour les Noirs américains. C'est même un héros de la cause noire. Parce que Touré est mort parce qu'il était noir. Et il s'est fait assassiner parce qu'il a refusé d'être ramené à sa couleur. Donc oui, c'est un mot pour nous Gabonais, en tout cas moi, Touré pour moi c'est un modèle de dignité humaine. C'est quelqu'un qui dit, moi, je serai toujours traité comme un être humain. Je ne serai pas animalisé, je refuse. Et il a payé de sa vie. Donc la version Léomba, le Gabonais, c'est se battre pour sa patrie, un idéal. Oui, ça c'est ambigu. C'est ce qui est sur le monument de Touré qui a rénovation. Le Gabonais, c'est se battre pour sa patrie, un idéal. C'est mourir pour sa patrie, un idéal. Bon. Mais non. Touré, c'est vraiment quelqu'un qui a refusé d'être chosifié. C'est quelqu'un qui a refusé d'être chosifié. Après, bon, maintenant, les miens aussi peuvent se la péter en disant, vous voyez, nous, les miens, depuis l'époque, même face aux Allemands, on n'a pas plié. Bon, écoute, chacun prendra comme il veut. Il s'est battu pour les Otangani, pour les colons. Non, il s'est battu, non. Touré ne meurt pas parce qu'il est français. Touré meurt parce qu'il est noir. Et Touré refuse d'être animalisé. Il y a un très beau film qui est, j'ai oublié le titre, c'est un très beau film avec Bruce Willis et Colin Farrell. Et Cuba Gooding Jr. et Terrence Howard. Où ce sont des Américains qui se retrouvent prisonniers dans un camp allemand, un stalag. Où il y a un procès. J'ai dit, tiré d'une histoire vraie d'ailleurs. Où il y a un procès. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui est tué dans le camp, un officier noir américain. Mais déjà, le film montre quoi? Qu'à l'intérieur des États-Unis, de l'armée américaine, il y avait la ségrégation. C'est-à-dire que les pilotes qui avaient été abattus, donc les noirs, qui étaient les officiers, subissaient la discrimination des hommes, des soldats blancs. Et en plus des officiers, parce que en tant qu'officier, on devait les loger avec les officiers. On leur a dit non, on va vous loger avec des soldats blancs, parce que vous êtes des noirs. Et ça, c'est ce que Touré avait refusé. Et parmi les soldats blancs, même américains, quand les noirs là vont arriver, l'ami de Terrence Howard là, il va lui dire, alors, et le salut, vous êtes face à un capitaine de l'armée des États-Unis. Il lui dit, tu auras beau avoir tous les grades que tu veux, pour moi, tu seras jamais qu'un nègre. Et c'est après, ils vont se battre, et c'est après qu'on va retrouver ils vont dénoncer le noir là, qui va se faire tuer par les Allemands, et après on va retrouver le blanc en question, mort, et on va accuser Terrence Howard de l'avoir tué. C'est un très beau film avec Bruce Willis, qui organise une évasion, et Bruce Willis qui se fait exécuter à la fin. C'est exactement ce que Touré a refusé. Touré a dit, moi, je suis un homme, je suis un officier, je suis capitaine, vous devez me traiter en homme et en officier. Je suis un prisonnier de guerre. L'Allemand lui a dit que papa, les conventions de Genève ne s'appliquent pas à toi, t'es qu'un nègre. Il a dit jamais de la vie, on l'a tué. En même temps, les Allemands n'avaient pas le temps, tu vois, ils n'étaient pas là non plus pour taper un débat avec un noir, faut pas déconner.
Le gars, il a un ranch à construire, un ranch de 1000 ans, tu vois. S'arrêter sur un négro qui lui casse les bonbons, écoute, je te colle une balle et puis on avance. Mais c'est un modèle de la dignité humaine, tu vois. C'est quelqu'un qui refuse qu'on le traite en sous-homme. Si le Gabon était même malin, c'est cet aspect-là qu'on aurait pris chez Ntchoré. On aurait pris cet aspect-là de l'homme qui s'est battu, le symbole même de la dignité humaine de la Deuxième Guerre mondiale, c'est un Gabonais. C'est un peu comme la phrase hein, dans la guerre des Gaules, safe, dans la guerre des Gaules, que les Belges ont pris. Quand Jules César dit, de tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves. Mais Andrew. Les Belges ont pris ça, hein, c'est vraiment un truc là-bas. De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves. Oh, les Belges sont les plus braves. Ouais. Mais Andrew, est-ce que tu ne penses pas qu'il aurait peut-être été mieux ou préférable de mettre en avant ceux qui ont lutté contre les colons au Gabon que de mettre en avant un Charles Touré, la rénovation, une place aussi fréquentée, pour justement les mettre en exergue, pour que les Gabonais ne puissent pas oublier leur existence. Non, mais Dans la constitution aujourd'hui. Andrew, excuse-moi. Ozangue, nous sommes dans le mimétisme. C'est-à-dire que ce n'est pas faute à Ntchoréré ou à ceux qui ont fait la promotion de Ntchoréré à l'Est. Ce qui est déplorable, encore une fois, c'est la préservation mémorielle au Gabon. La question mémorielle au Gabon est une question ultra importante. Nous n'avons pas nous avons cette faiblesse de ne pas accorder de la valeur aux choses qui méritent d'être considérées. C'est ça le problème. C'est-à-dire que chez nous, on valorise en fonction du sentiment extraverti. C'est-à-dire que vous allez constater que la plupart de ce qui se passe chez nous, c'est toujours en rapport avec ce qui vient d'ailleurs. Même aujourd'hui, culturellement, regarde notre musique aujourd'hui, elle a changé parce qu'on est extraverti. On préfère l'exotique que ce qui se fait chez nous. Ce sont les Européens, en l'occurrence les Français de la ville d'Alès, qui ont reconnu Ntchoréré comme un héros. Nous, on n'a fait que repiquer ça chez nous. En réalité, c'est pas nous qui le valorisons. C'est lui qui pointe une direction, du moins ce qui met, comme on dit ça, un repère sur le Gabon par rapport à la Deuxième Guerre mondiale sur cette question-là. Nous n'avons fait que copier ou prendre appui sur ce qui se faisait ou qui se fait toujours à l'Est. Mais ce n'est pas les autorités gabonaises qui en ont décidé de sacraliser Ntchoréré. Et aujourd'hui, la plupart des faits majeurs de l'histoire politique, économique de notre pays, on ne les valorise pas. Moi, j'enseigne les résistances, mais je puis te dire que même quand tu en parles aux enfants, c'est comme si tu racontais une histoire d'une bête, en fait. Hein? Tu vois? Pour eux, ça remonte à très loin, alors que c'est des choses ce sont des choses qui sont passées d'il y a 50, 70 au trop. On va faire par l'excès 100 ans. Juste 100 ans, là, à côté, là. Au XXe siècle, la plupart des résistances gabonaises. Au XXe siècle. Donc, 100 ans. Certaines résistances ont duré jusqu'aux années 30, aux années 40. Mais on n'en parle pas parce que c'est politiquement... Bon, vous connaissez comment le régime politique les régimes politiques chez nous sont orientés. Donc, on ne peut pas féliciter des gens qui ont donné une déculottée ou qui ont voulu saboter l'action politique de la France au Gabon. Parce qu'il faut savoir que la France intervient parce qu'elle veut éviter ce qui se passe au Congo. Tout à fait. Avant, le précédent du Congo ne devait pas se produire au Gabon. C'est pourquoi la France intervient sur le plan militaire pour ramener Léon au pouvoir. Exact. Donc, à partir de cet instant, il faut comprendre que la plupart de nos décideurs, de nos gouvernants, sont assujettis à un narratif qui n'a rien à voir avec le local. C'est un narratif importé. Voilà. Donc,
Il n'y a pas grand-chose à dire sur Cho. Encore une fois, la définition que donne Andrew, c'est la meilleure. Oh, tu peux Joxy, c'est moi aussi, j'ai deux prénoms, Joxy, Voilà. Andrew, c'est une personne. Voilà. C'est la meilleure parce que Tchorere incarne un monde libre où on transcende la question de la couleur de peau. Ce n'est pas un monde où on est enfermé dans les carcans de je suis noir, je suis bleu, je suis jaune, je suis rouge. Non, c'est l'humain. Voilà. J'ai encore une autre question. En fait, tu vois, vu qu'on ne fait que discuter, il y a des choses qui me reviennent. Par exemple, entre un Mavurolo qui est allé en Amérique du Sud, je crois, c'était Mavurolo, non, Gaspard? Non, Gaspard, non, ça c'est Nyanga, hein, Gaspard Nyanga, je pense. Gaspard Yanga, celui qui était au Mexique, en Amérique du Sud, voilà. Gaspard Yanga, celui qui allait en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord là et qui a participé à des mouvements d'insurrection là-bas. Entre un monsieur comme lui qui revenait du Gabon et qui est allé là-bas et qui a fait preuve de courage face à cette situation et un Tchorere, qui devrions-nous normalement mettre en avant? Parce qu'en fait, moi, honnêtement... Mais les deux, parce que ce sont pas les mêmes périodes. Mais ce qu'on valorise, justement, c'est ça. C'est la bravoure d'un Gabonais, d'un fils du pays. Parce qu'une Tchorere, c'est que bien sa famille existe encore. On retrouve ses descendants, tu sais que Tchorere, l'endroit où il est né existe encore. Ouais. Tchorere, c'est pas vieux, hein. Tchorere, même le Britannique militaire de Saint-Louis qu'il a dirigé, qui s'appelle d'ailleurs Tchorere, existe, hein. On a son certificat de baptême, on a son acte de naissance. L'acte de naissance de Jean Tchorere existe. Il faut savoir, et Andrew, il faut savoir qu'à cette époque-là, pour un noir aller jusqu'au grade de capitaine, donc officier dans l'armée, c'est que ce mec était d'une bravoure et d'une intelligence sans nul autre pareil, hein. Exactement. Faut pas croire. Ah non. Faut pas croire que c'était un toto, c'était pas un toto, hein. Maintenant, Gaspard Yanga, comme le dit Andrew, c'est un autre contexte, c'est une autre époque, c'est un environnement particulier. Il faille juste que notre pays fasse plus ou moins de la récupération sur ces questions-là et valoriser Gaspard Yanga. Bon, j'ai vu qu'ils ont fait un monument pour lui à Tchibanga, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Voilà. Mais on peut même aller plus loin. Excuse-moi, on peut même aller plus loin. Pourquoi ne pas revendiquer le lien avec le général Dumas de la pailletterie, le père d'Alexandre Dumas, l'écrivain. Le général Dumas s'est établi que sa mère venait du Gabon. Voilà. Avec des origines gabonaises. Alexandre Dumas. Voilà. Exact. Alexandre Dumas. Tu vois. Donc, il y a des choses comme ça. Sauf que, encore une fois, nous avons un problème avec la capacité à conserver notre mémoire. Tout ça parle d'un travail. Si nous voulons véritablement réécrire l'histoire ou écrire notre histoire, il faille qu'on investisse dans des commissions qui vont pouvoir travailler sur cette question. Ailleurs, ça se fait, hein. Ailleurs, ça se fait. On prend un groupe de gars qui savent tenir les stylos là, et puis on les fait asseoir, on leur dit, nous voulons des recherches sur tel aspect de notre société. Faites ce que vous pouvez, questionnez, interrogez, faites tout comme vous voulez. Et c'est comme ça qu'on arrive à écrire des encyclopédies, on arrive sur n'importe quel sujet, et puis on crée des condensés d'histoire générale de notre pays. Nicolas Météré a fait sa part, le professeur Athos, Feu Athos, a fait sa part, Wilson André Ndombe, autant qu'ils sont, ont fait leur part. Maintenant, il faille qu'on arrive à se dire aujourd'hui, il n'y a pas qu'aux historiens à qui il revient le droit d'écrire l'histoire. Parce que vous avez également des anthropologues, vous avez des sociologues, vous avez des psychologues, vous avez une panoplie de disciplines aujourd'hui qui peuvent aider à la réécriture de l'histoire véritable de notre pays. Mais ça, il faut d'abord qu'on sache si on est prêt à assumer le coût. Parce que écrire la vraie histoire, ça a un coût. Ça a un coût psychologique, ça a un coût émotionnel, ça a un coût financier, ça a un coût en termes de ressources humaines.
Tout à Voilà, fait. Il faut des moyens, ouais. Il faut des moyens. voilà. Excusez-moi, bonsoir, j'interviens rapidement. Bonsoir à tous. King de la Vega dit un truc qui est vraiment dans les commentaires, qui ma foi est très pertinent. En fait, l'idée c'est de pouvoir vulgariser. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal d'outils avec l'IA, les machins. On peut générer des images, on peut générer des récits qui sont basés sur ce que vous, en tant que, je vois Monsieur Safe en tant qu'historien, Monsieur Andrew en tant que journaliste d'investigation, on peut générer avec l'IA aujourd'hui des documents pour rendre aussi l'information ludique, enfin que les gens puissent s'informer de façon aussi ludique. Avant de penser aux encyclopédies, etc. Pourquoi pas une page TikTok qui va raconter ces histoires-là, parce que c'est aussi comme ça que l'information fonctionne aujourd'hui. Tout à fait. C'est aussi comme ça que l'information fonctionne aujourd'hui, qu'elle est diffusée aujourd'hui. Et quand plus ces informations-là seront divulguées, plus ça va pousser nos dirigeants à emboîter le pas, parce que c'est eux qui vont pas vouloir rester derrière. Ils vont pas vouloir rester en marge. Donc c'est aussi une manière de pouvoir emboîter le pas et de forcer aussi la main à ce que toutes ces informations-là soient sues du plus grand nombre. Et ça peut venir petit à petit. Moi je me dis, il faut bien commencer quelque part. Donc vraiment Andrew et Safe, si vous voulez, on peut se poser et puis réfléchir à ça et puis voir. Non, carrément, mais on ne demande que ça. D'accord. C'est une très bonne idée, mais il faut ça. Et il faut encourager déjà ceux qui le font. Moi, par exemple, on a un prédécesseur au département d'histoire, Sampero Dumba. Il écrit beaucoup sur l'histoire du Gabon sur Facebook. Tout à fait. Il relaie. Bon, ça peut déjà être une base de données. Mais comme je disais, ça demande du temps, ça demande des moyens, parce qu'il faut aller fouiller, il faut aller chercher, il faut faire des enquêtes, il faut prendre des interviews. C'est pas aussi facile qu'on le pense, hein. L'aspect qui reviendrait à publier sur les réseaux, ce n'est que la face, on va dire, visible de l'iceberg. Mais il y a un travail de fond qu'il faut faire et qui demande suffisamment de moyens, surtout humains, et la disponibilité. Donc, moi personnellement, je suis pas contre. Sinon, je ne serais pas allé en histoire. Je suis passionné de tout ce qui concerne l'histoire, de toutes les façons. Mais ce qui est sûr, ça demande du temps. Après, quand on a fait une véritable recension documentaire, c'est ce qui nous permet de produire les mini-films dont tu parles, qui peuvent diffuser un peu partout. Mais il faut vraiment faire un travail de fond pour bénéficier de tout ce qui est en rapport avec les archives. Parce que tu sais, le Gabonais a ceci de particulier, c'est que même quand tu mets quelque chose qui le concerne directement, son histoire, il passe à côté, mais plus loin, il va se plaindre. Donc, mieux, tu sois déjà prêt à proposer des contenus au fur et à mesure, mais il faut avoir une bonne base documentaire. Moi, il y a un organisme qui a été créé dernièrement qui s'appelle le Centre de l'innovation. Je pensais que c'est un peu dans ce sens qu'ils allaient aller, mais bon, jusque-là, je suis sur ma faim. Je vois, ils proposent d'autres. Pardon, grand Safe, laisse la faire là comme ça, pardon. Ça, tu vas amener un autre sujet. Non, ta proposition est la bienvenue. Le jour, dès que vous êtes prêts, on peut se poser. Hein, avec plaisir. Voilà, on discute, on voit comment. On fait ce que nous, voilà. Mais au-delà de tout ça, vous savez, parmi les appareils idéologiques d'État, il y a l'école, bien sûr, les médias, et dans les médias. Permets-moi juste de te rappeler que ça fait 30 minutes qu'Andrew a dit qu'il est 3h du matin et on va bientôt. Mais Andrew lui-même. Désolé, moi je m'en vais déjà. Bonne nuit à tous. Oui, parce que Saïf en plus a un bébé
Donc, Voilà, il l'avait voilà. dit sur son panel, voilà. Voilà. Donc, ok, bonne nuit, hein, Papa Seif, Bonne nuit à là-bas. tous. Ok, Merci. c'est la Ok, dernière bonne nuit. question. Ok. C'est ta dernière relance. C'est la dernière. Je t'en prie. Tu m'as coupé. Oh là là, j'ai même un peu perdu le fil de mes idées. Donc, ton mot de la fin, Ozang, ton mot de la fin, Kevin Scott. Ouais, bon, moi, comme mot de fin, je suis vraiment navré que ce document-là ne soit pas disponible et accessible à tous, alors que normalement il devrait être célébré comme un document vraiment important, comme le document important qu'il est en réalité. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, par rapport à ce dont on vient de parler vers la fin, là, dans les divers, je pense sincèrement que le Gabon gagnerait à réécrire son histoire, ou du moins à mettre en avant sa véritable histoire, parce que c'est pas normal que si tu demandes à un jeune Gabonais qui sommes-nous, il ne puisse rien te dire. Moi, par exemple, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que le Gabon était avant notre malheureuse rencontre avec les colons. Et c'était compliqué. J'ai dû vraiment faire un travail autodidacte, un travail vraiment colossal pour avoir quelques informations qui me permettent d'avoir une petite base qui n'est pas forcément conséquente. Et ce n'est pas normal, parce que c'est ce qu'on devrait normalement mettre en avant, c'est ce qu'on devrait apprendre aux enfants à l'école. Et on peut utiliser les médias, donc les dessins animés, le cinéma, pour valoriser ce genre de choses-là. Pourquoi pas un film euh, qui passerait à la télévision pour retracer l'histoire de tel ou tel héros gabonais. Par exemple, on a vu comment les Américains, bon, les États-Unis, parce que ceux-là aussi ce sont des grands propagandistes, on a vu comment les États-Unis ont utilisé Hollywood pour nous faire gober des choses, comme par exemple lorsqu'ils ont perdu officieusement la guerre au Vietnam, ils ont sorti un tas de films comme Rambo pour nous faire croire qu'un seul États-Unien peut aller décimer tout un village vietnamien. Ils nous ont sorti de l'État force pour dire qu'un seul États-Unien comme Chuck Norris peut aller décimer tout un village vietnamien. Donc, tu vois un peu que nous aussi, au Gabon, on peut utiliser ces mécanismes-là pour valoriser notre histoire ou essayer de s'imposer aussi au niveau international, dire que nous aussi nous avons des personnes valeureuses qui ont marqué notre histoire et qui méritent d'être mises en valeur. Et je suis d'accord avec toi, hein, Ozangue. Si le Gabon, c'est là où on se rend compte c'est vraiment un pays d'idiots, quoi. Parce que si on était un pays sérieux, frère, la personne du capitaine Tchoréré, c'est-à-dire que le Gabon, à travers le Sénassi, par exemple, ou l'Institut gabonais de l'image et du son, bref, une production gabonaise, on mettait des milliards. On te sortait un film sur Tchoréré. Mais Tchoréré est joué, par exemple, par Michael B. Jordan, tu vois. On te fait venir des réalisateurs de malades. C'est-à-dire qu'on peut dire co-réalisation, par exemple, Ryan Coogler, tu vois, et puis, je sais pas moi, Henri Koumba Bididi ou je sais pas qui, tu vois, un réalisateur gabonais. Un casting gabonais et américain. C'est-à-dire qu'on dit que Tchoréré, par exemple, Tchoréré, c'est Michael B. Jordan. Le fils de Tchoréré, par exemple, c'est un acteur gabonais, un jeune acteur gabonais. Tu vois un truc comme ça. Imagine-toi un film bien fait. C'est-à-dire, on fait une grosse boîte. Un film comme ça produit par des Gabonais. Mais imagine le rayonnement du pays. Imagine le rayonnement du pays. Imagine le rayonnement du Gabon. Sans vouloir te couper, Andrew. Je te dis, c'est un truc de fou. Bon, les miens seront en haut, hein, parce que là, ça y est, quoi, les miens vont nous gazer ici, là, on machin. Mais Omar Sy a sorti un truc un peu comme ça là sur les tirailleurs sénégalais. Tout à fait. Et c'est vraiment le film, il est bien. Bien sûr. Il est bien. Mais nous, on a une histoire vraie. Parce que l'histoire de Tchoréré. Mais je voudrais quand même répondre à la question que Ozangue a posée. Parce qui sommes-nous en tant que Gabonais? Ben écoute, aujourd'hui, on peut dire fièrement que nous sommes des bâtisseurs. C'est vraiment pas mal, hein, finalement. Si. Ça mérite un rire, en gros.
Non, on a un patrimoine qui est riche parce que l'histoire de Nchor reste une histoire qui est tragique, mais c'est une histoire de dignité. En plus, même le fait qu'il n'ait pas de sépulture, parce que Nchor n'a pas de tombe. Hein. Donc, il y a tout un mythe, tout un machin. Et même à la fin du film, on peut même montrer, par exemple, comment son souvenir se propage dans une école. Le film peut même se terminer dans une école du Gabon, où on filme. Une Non, école du mais Gabon, attends, où on sait Nchor. attends, Andrew, désolé encore de te Attends. couper. T'es Désolé un de te gris, mon couper. cher. Tu Laisse vois, tomber. il y a deux dessins animés qu'on a gobés quand on était petit. En étant grand, je me suis dit, mais waouh, les gars là sont forts. Il y a Lucky Luke et Tom Sawyer. Donc, Lucky Luke, on arrive à nous faire croire que les autochtones, donc les peuples, là, les aborigènes et autres, sont les méchants dans l'histoire. Est-ce que vous avez vu le truc? Et dans Tom Sawyer, déjà, on nous fait passer Joe l'Indien, le bien nommé ou le mal nommé, comme étant le voyou, pour dépeindre un mauvais visage des autochtones. Et dedans, remarquez que, pour ceux qui s'en souviennent, dans la famille de Tom Sawyer, tu as Jim. C'est quand tu grandis que tu te rends compte que Jim, c'est un esclave. C'est un esclave. Tout à fait. Tu vois comment, à travers les dessins animés, ils ont réussi à nous faire comment on appelle ça, accepter des choses inacceptables. Et nous aussi, on peut utiliser les dessins animés ou le cinéma pour véhiculer des messages, mais Bien sûr. des messages plus acceptables et plus nobles que ceux que eux ils ont fait pour essayer de rehausser ou de revaloriser la grandeur de notre nation. Bien sûr. Bien sûr. Non, mais regarde le film de Monsieur Lumumba de 2000, réalisé par Raoul Peck, l'haïtien, avec justement Eric Ebouanet dans le rôle de Lumumba. Regarde la qualité de ce film. Regarde comment ce film est devenu culte. Une référence. Regarde. Regarde clairement. Donc oui, il y a moyen. Le Gabon a une histoire riche. Le Gabon a une histoire riche. Il y a des personnages historiques qui sont riches. Même le coup d'État de 64. On ferait un film, des documentaires sur le coup d'État de 64. Mais ça, c'est le Gabon. C'est pour ça que je me dis, là, je politise l'affaire. Je me dis, mais Oligui, vraiment, c'est quelqu'un, bon, autour de lui, si c'est quelqu'un qui voulait avoir une légitimité politique, il aurait tout fait pour se présenter comme l'héritier de 64. Il aurait même travesti le truc en disant, en disant même, contrairement à 64, on n'a pas de gens de la dimension de Jean-Yves Robin. Tu imagines? Au lieu de nous sortir un document, un monument de la libération qui a plagié celui de la Guinée équatoriale. Parce qu'il a plagié, il a beaucoup plagié en Guinée. Le nom déjà, coup de libération, c'est en Guinée, c'est le coup de la liberté. Golpe de la libertad. Même le monument, tu te rends compte que le monument qui célèbre le coup de la liberté en Guinée équatoriale ressemble trait pour trait à celui qu'on a fait au Gabon. Enfin, celui du Gabon ressemble très pour trait à la Guinée parce que celui de la Guinée a été construit avant. Voilà les références du mec, quoi. Non, on n'a pas... C'est pour nous sortir d'une cham sur lui, mais qui aurait su qu'un jour Moïse allait revenir comme un militaire. Arrête ça. Dibala. Écoute, c'est vraiment sérieux. Ça me fait trop rire, quoi. Qui est? Voilà, donc tu vois, écoute, on n'est pas sérieux. Bon, on va donner la parole à Kevin Scott qui va nous donner son mot de la fin et puis on va se séparer. Déjà 3h du matin, 4h déjà. Kevin Scott, tu dors déjà? Il dort, c'est un enfant sage, il dort déjà. Le chinois, Donc la famille, on va se séparer. On fera un autre live. On fera un autre live sur ce thème-là. On a commencé, il était 1h du matin presque. Merci à tous d'avoir été là, d'être restés jusqu'à la fin. On était une centaine. C'était bien, c'était vraiment bien. La question est simple. Où se trouve la déclaration d'indépendance du Gabon? Côté gabonais. L'idée, bien entendu, c'est de retrouver le document, que le document soit présenté à la population, que l'on commence au Gabon à prendre en compte
l'importance de la conservation des documents stratégiques. Parce que la déclaration d'indépendance d'un pays, c'est un document capital. C'est pas n'importe quel document, on ne doit pas s'amuser avec. Faut qu'on arrête de s'amuser avec tout. Donc, bonne nuit à tous. Je suis un peu de bonne humeur. Je vous fais écouter Léomba qui nous explique des choses assez intéressantes dans sa déclaration. Et là, il parle des élections présidentielles au Gabon. Allez, bonne nuit à tous. Merci d'être restés. 71 encore. 71 personnes connectées jusqu'à 4 heures. Monsieur le Président, votre mandat de président de la République du Gabon expirait seulement en 1968. Voudriez-vous nous expliquer quelle conjoncture et quelle intention de votre part explique ces élections anticipées du 19 mars? J'ai cru bon de convoquer l'Assemblée nationale, de consulter les membres du gouvernement et leur de demander s'il était possible et s'ils ne voyaient pas d'inconvénient à ce que nous apportons quelques amendements à la Constitution. Ils ont tous été d'accord. Et c'est ainsi que le président de la République sera élu au suffrage universel en même temps que le vice-président de la République qu'il choisira lui-même. Que l'Assemblée nationale aura une durée de 7 ans au lieu de 5. Et il y a lieu de savoir que le Gabon veut faire son petit chemin, que le Gabon veut entrer dans le concert des nations et que le Gabon ne veut plus être appelé comme autrefois la Cendrillon. Pour cela, il faut une certaine continuité, une certaine stabilité. Or, la stabilité et la continuité ne peuvent être obtenues que si ceux qui commencent l'exécution d'un programme, exemple le plan quinquennal, soient les mêmes. Voilà. Merci beaucoup. Bonne nuit à tous. Vous êtes restés à 70. C'est impressionnant. Bonne nuit à tous.